Mais du coup, finalement, tu vois, genre, quand tu me dis CM Raoult, je sais pas de qui tu me parles. Moi, je pensais que tu me parlais du... En fait, c'est genre. J'ai bien compris le principe. Ça, c'est le chef. Et. C'est le méchant. Fraîche. C'est pas le temps que j'utiliserai, effectivement. Donc attends, saison 2, épisode 7. Exactement. Alors il y a eu un petit peu de délai, parce que pour contrainte personnelle, mais on devrait peut-être avoir des épisodes un peu plus rapides juste avant l'été, avant la pause. On avait promis 10 épisodes canoniques. Il y aura 10 épisodes canoniques. Après, le reste, c'est du bonus. Et le reste arrivera quand ça arrivera. Non, il n'y aura pas 10 épisodes canoniques, non? Il y en aura 8, non? 8? On n'avait pas dit 10? Attends, est-ce que j'ai mal compté? Oui, t'as raison, peut-être c'est 8. Ah, je me perds dans les chiffres, c'est terrible. Oui, t'as raison. Enfin, il me semble que le prochain, c'est le dernier, oui, non? Parce que non. je vois pas les deux autres. Le dernier de la saison. Oui. Non, mais on a fait beaucoup on a fait du mastering, ça. Oui, c'est pour ça. En termes d'épisodes, on a été pas mal. Mais comme tous les ans, cet été, on prendra de l'avance. Ouais, évidemment. C'est bien connu. Allez, nous sommes des gens très sérieux. Mais oui, voilà, on va enregistrer plusieurs épisodes, comme ça on aura des mois d'avance devant nous et on n'aura aucun problème. Bah, bien sûr, vous allez voir. Ça, on va pas du tout être la galère dès le premier épisode de l'année prochaine, c'est sûr. Non, absolument pas. Chais, comme on dit. Toujours pareil, est-ce qu'on parle du Discord qui n'existe pas ou... Ah non, mais le Discord, peut-être, on peut le lancer, je sais pas quand, mais en même temps, il y aurait 2 personnes, donc franchement, est-ce que c'est utile? On a passé les barres des 100 auditeurs sur Spotify. Ça, c'est ton baromètre personnel, c'est beau. Non, mais j'ai vu ça, j'avais pas les stats, et puis un jour, j'ai vu qu'on avait ce truc-là pour voir les stats, j'ai ouvert et j'ai vu qu'on était à 100 abonnés pile, j'étais content. Bon, au moment où je vous parle, j'ai tweeté et on a perdu un abonné, donc on est à 99, je suis très triste. Ah mon Dieu, c'est terrible. Mais quand même, voilà quoi. Franchement, le dernier épisode a vachement bien marché, on sait pas pourquoi. C'est vraiment... un peu bizarre, mais il a très bien marché. Écoute, il perd des abonnés. Si c'est des bots, il parle. merci aux bots, on mais sait non, pas. c'est pas voilà. des bots. Bon, est-ce qu'on parle de la fameuse rubrique? Oui, on peut en parler. Écoute, je pense que pour une fois, tu vas pouvoir commencer parce que je crois que c'est toi qui as le plus mal dépensé. Alors, ce fameux CMDA, mal dépensé, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai acheté un... Bon, c'est pas du jeu de rôle, mais j'ai craqué sur un jeu de société complètement cool. Qui s'appelle Everfields. En fait, j'ai une boutique qui s'appelle Descartes sur Bordeaux qui l'avait en boutique. Je l'ai vu, j'ai fait genre, waouh, c'est quoi ce truc? J'ai ma copine qui m'a dit, mais je t'en ai parlé, on y est passé la semaine dernière, ça a l'air trop bien. Et je sais pas, je devais avoir la tête en l'air, je l'ai pas vu. Bon, après, j'ai retourné, j'ai vu le prix, j'ai fait, ah ouais, c'est quoi ce truc? Parce que c'était beaucoup trop cher. Et puis finalement j'ai trouvé sur Ocaseo, il y avait quelqu'un qui le vendait direct sorti du Kickstarter, moitié prix, parce que jamais ouvert. Donc j'étais tiens, on dirait Jean avec tous ces jeux de rôle quoi. Terrible. Et du coup je l'ai chopé. Et j'ai pas encore joué. Non, je suis en train de peindre les figurines tranquille. Mais y joueras-tu un jour? C'est ça la vraie question. Bah oui, non, mais écoute, il est dans mon salon là, il attend que ça. Donc, je pense que de la semaine prochaine, on va commencer une petite partie, ça va être marrant. Est-ce qu'il attend avec une ville d'Heroic Fantasy bien connue Non, la Élite, elle est toujours sur l'étagère. D'ailleurs, on déménage bientôt, mais il va rester sur l'étagère pour le prochain occupant de l'appartement, je pense. Hein. C'est le Jumanji. Tu le passeras un peu... alors attendez, Warning News, Jean est parti de l'écran, il est parti. Je suis maintenant seul et abandonné seul. Désolé, car il est parti. Mais non, il y a le voisin qui a décidé de faire des travaux pile poil maintenant derrière la seule fenêtre que j'avais laissée ouverte. D'accord. Donc je me suis levé. Il cassé la gueule du coup. Et je suis très violent, sachez-le. Du coup, je me suis levé pour aller fermer cette fenêtre. Ok, donc il y a ça. Il y a... Tu sais qu'à l'instant, je viens de recevoir un mail. Là, maintenant, ça vient de faire bip. Ah bah oui, je l'ai reçu aussi. État d'avancement de la production. Attendez, je regarde ça. 2 spas. On regarde tous en live. Tout le monde est là. Les délais vont-ils être respectés?
Et ils sont en train de dire qu'ils ont... Je vois des trucs qui ont l'air incroyables. Ouais, ils ont déjà récupéré plein d'éléments. Oui, effectivement, ça a l'air très joli. Oh là là, la version collector. MDR, je pense aux personnes qui m'ont fait non, la version collector, elle est pas trop belle. Oh, elle est incroyable. Elle est très jolie, ouais. Mais c'était pas la version annoncée, je crois qu'ils ont changé. Non, ils ont changé parce qu'en fait la première version était trop sombre, donc là ils l'ont refait, on la voit trop belle. Écoute, est-ce qu'il faut encore le redire que le meilleur éditeur de jeux de rôle de la planète, c'est Free League, et que l'un des meilleurs localisateurs, traducteurs français de très loin, c'est Arcane, c'est tout, c'est la vie, Antoine, c'est comme ça, et tu ne fais que le voir, Alors attends, ils ont terminé l'Alsace mythique. Oh dingue. Non bref, revenons, c'est pas une chronique sur l'état d'avancement. Je veux savoir quand c'est que... Les confirmations de fin d'impression sont prévues pour le mois de juillet et on sera en mesure de nous communiquer la date des... Ah, pas encore. Non mais on l'aura pas en septembre. Tu sais ce que ça veut dire d'ailleurs. C'est pas grave. I know. Non mais il faut juste que je le prépare en PDF. Ça alors pas. Si, mais si. Moi, bref. Alors, du coup, le reste. Comment j'ai mal dépensé mon argent. Alors, je l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais le faire. Je vais pledge Meute. J'attendais depuis longtemps. Là, je l'ai vu passer. Il faut juste que je m'y replonge pour lire un truc, mais je pense que ça a l'air vraiment assez sympa. Donc, je pense que je vais pledge d'ici quelques jours. Donc, il y a Meute. Et sinon, bien sûr, j'ai fait le suivi de gamme classique. Edge est enfin sorti d'outre-tombe pour nous proposer 2 nouveaux suppléments que j'attends. Je les ai commandés, mais ils ont repoussé d'une semaine le supplément des abolitions de Petersen, donc j'ai pas encore reçu, mais ça sous peu, d'ici une dizaine de jours, et donc j'ai super hâte de lire tout ça. Et toi ? Et moi, écoute, je me suis un petit peu calmé là ces derniers temps niveau pledge et achat de JDR. Après, il faut dire, on en parlait la dernière fois, il y a quand même moins de choses en ce moment d'annoncer. J'ai l'impression qu'on a passé le cap de toutes les très grosses ressorties de choses comme ça, et maintenant c'est un petit peu plus timide. Mais je vais bientôt recevoir Beyond the Wall, qui était du coup un jeu de rôle un peu particulier, qui a l'air d'être très parti sur l'exploration, qui a un jeu de rôle, un espèce de setup de campagne un petit peu particulier, qui est bloqué à la poste, là, que je devrais bientôt recevoir, et qui est illustré par le même mec qui avait illustré l'Avergne de l'Anneau Unique, et je viens de me rendre compte qu'on réenregistre cette partie à cause d'un problème technique, et que je suis même pas allé voir l'illustrateur de l'Anneau Unique, alors qu'il est... le bouquin est à littéralement quelques mètres devant moi, donc écoute, c'est tout, tant pis pour moi, ça m'apprendra. Et je vais également recevoir le tome 2 de Trouilleville, ce qui va nous permettre potentiellement, un jour, je ne sais pas quand, de le chroniquer, peut-être bien, et de finir par te faire jouer bientôt, un golem de compost. Non mais en plus, Trouilleville, ça a été vachement mis en avant là récemment par Game of Roll et Fibre Tigre, j'ai vu pas mal sur leur stream. Ça a l'air vraiment marrant, quoi. Moi, je suis full golem de compost. Hein. C'est parti. Après, il y a d'autres trucs, hein, très honnêtement. Dans le tome 2, là, j'ai vu qu'il y avait... tu peux jouer un vampire, il y a vraiment tous les tropes que tu veux. Et il y a quand même des profonds. Tu peux jouer des profonds. Et bon, voilà, quand on te connaît un petit peu, on se dit que... Est-ce que tu vas... Il y a un autre truc que tu as acheté aussi. Ah bon ? Ouais. T'es tombé dans la spirale du meilleur hack and slash de tous les temps. Ah ! Alors attends, effectivement, il y a... je t'ai piégé là. Regardez, c'est ça, un genre piégé. Non, c'est vrai que je teste Diablo 2 en ce moment et que j'ai commencé à un petit peu jouer. Alors, j'ai pas trop compris l'intérêt de faire un personnage en ligne et un personnage hors ligne. C'est parce qu'il faudrait qu'on aborde tout ce qui est World Raid, donc, mais nous n'en sommes pas là pour l'instant. Ton niveau de connaissance ne justifie pas une telle... Donc, pour l'instant, je l'ai fait hors ligne pour pouvoir jouer en dehors de chez moi. Mais je sais pas si c'était le bon... on verra bien. Au pire, je devrais reroll. Ça veut dire qu'il y aura une partie... En fait, c'est pour du endgame. Donc, il y aura une partie du endgame qui ne te sera pas accessible. En vrai, tu n'arriveras jamais à ce endgame-là, je pense. Donc, c'est pas grave. Profite du hors-ligne. Bon, voilà. En tant que casu. Et... mais en vrai, bon, si on doit faire une parenthèse sur Diablo 2, je trouve ça mieux que Diablo 3. Oula, attention. Beaucoup moins bouton mashing. Non, mais c'est le truc facile à dire. C'est moins bouton mashing que le 3. Mais moi, j'y connais rien, donc tu vois, c'est mon avis. J'ai acheté Diablo 3, il est génération de joueurs, t'inquiète pas, ils sont arrivés. Ah ouais, bon, dans d'accord. Dans le 3, ils ont fait genre... Il m'est tombé des mains,
Vraiment, tout le monde en parlait. J'étais là en mode, mais c'est quoi ce truc? Je déteste ça. Et donc, vous m'avez motivé pour Diablo 2. Et effectivement, bon, c'est moins, j'ai moins ce côté-là. Ça me fait un peu plus marrer. Et j'ai déjà joué plus d'heures à D2 là qu'à D3. C'est moins facile. Après, il y a plein. Diablo 3, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est juste que c'est très différent. C'est plus cartoon, plus coloré que le 2. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il y a eu à l'époque ça. Mais là, D2, là où je bloque un peu, c'est c'est un vieux jeu, quoi. Oui. Et du coup, la gestion de l'inventaire, elle est catastrophique. Ah oui, genre, c'est à l'ancienne, quoi. Je trouve un objet, je sais pas ce que c'est, je suis obligé de jeter un objet sur le sol pour le mettre de mon inventaire, savoir s'il vaut le coup avant de le rejeter pour récupérer ce que j'ai jeté. Pour l'instant, tu n'as pas encore les tomes d'identification, mais sache qu'un jour, ce problème ne sera plus. Bah si, parce que à ce moment-là, j'ai pas encore compris comment je pouvais identifier un truc sur le sol. Mais quand il y a juste marqué arc de chasse et je vois qu'il est genre jaune, je me dis oh, un objet jaune, trop bien. Parce que j'ai que 3-4 heures de jeu pour l'instant. Et donc du coup, je suis obligé de vider mon inventaire pour le ramasser. L'identifier dans mon inventaire, enfin bref. Ah non, mais ça changera pas, ça. Ce sera toujours comme ça. Tu peux pas identifier par terre. Du coup, voilà, tu sens le jeu Oui, mais du parce coup, tu sens, je peux même pas savoir si c'est bien, tu vois. Pour l'identifier. Tu comprends la logique? C'est très RP. C'est l'enfer. Parce que du coup, je suis obligé de vider mon inventaire pour le faire. Enfin bref. Tu habitueras vite. Surtout qu'après, t'as des moyens de... Tu verras, t'as des moyens de gagner de la place en inventaire. Enfin, tu verras. Oui, mais je sens que le jeu a 20 ans. Oui, quoi. oui, il a 20 ans. Là-dedans, l'ergonomie, tu sens que vieux. Mais sinon, pour l'instant, ça me plaît. Et du coup, j'embraye, parce que là, on dérive un petit peu. Ce n'est pas une chronique de jeux vidéo, mais si jamais vous voulez une chronique Tales, l'émission qui vous parle de jeux vidéo, écoutez, n'hésitez pas à nous le dire. On a plein de choses à vous raconter. Ah oui, toi, carrément, tu lances un nouveau format comme ça, tu m'en as pas parlé, et nickel, quoi. Écoute, on verra. Et donc, du coup, le truc auquel je pensais, c'est, il y a pas longtemps, on parlait avec Antoine, et j'ai commencé à regarder un petit peu, et je rembraye du coup sur la rubrique suivante, on va dire ça comme ça, c'est que je commence à regarder un peu du côté de vampires. Voir si jamais, un jour peut-être, on y jouerait. On en a parlé plusieurs fois, et il y a le financement de Werewolf là, qui va bientôt arriver, qui est un spin-off de Vampire, plus ou moins. En plus, c'est édité par ta Madeleine de Proust, donc c'est compliqué pour toi, quoi. C'est dur, hein. C'est pas ma Madeleine de Proust, c'est juste, en fait, le seul éditeur français viable qui existe. C'est pas ma faute. Regardez-le. C'est pas ma faute. Je veux dire, même si jamais ils sont tous des astros en communication, eux, ils émergent quand même plus ou moins. La preuve du mail qu'on vient de recevoir, qui finalement... tu vois, ils communiquent pas uniquement sur un Discord, quoi. Arrête, tu me fais du mal. Le site est sorti. Sache que le site est sorti. Bon, c'est quoi Donc voilà, je regarde ça et mes attentes, c'est Werewolf, du coup. Werewolf. Parce que ça pourrait être ma porte d'entrée dans le monde de Vampire et il se pourrait que si Werewolf m'intéresse, j'achète le tome de base de Vampire pour faire jouer du Vampire l'année prochaine à des gens qui seraient suffisamment investis pour jouer au moins 3-4 sessions, je pense, sur du Vampire. Ça me semble être un minimum au vu de ce qui se raconte. Ouais. D'autres trucs ? Et il y a pas mal de trucs que j'ai financés qui sont pas encore arrivés et que j'attends. Et notamment le truc que je relis, re-relis et re-relis en ce moment, c'est Vacarme, que j'attends beaucoup et que j'ai très envie de jouer. Ah, tu l'as pas reçu, Vacarme ? Je l'ai le PDF, mais j'ai pas encore le bouquin et le tome 2 est en train d'être fait. Et c'est un tout petit groupe, hein, c'est vraiment quelques personnes qui font ce truc-là, mais j'ai vraiment trop envie d'y jouer et je l'attends très très fort. Mais pour l'instant, malheureusement, ils avancent tout doucement. Ouais. Quoi. Donc pour moi, les attentes, il y a... j'ai vu un truc avec Marc Toulouse dans les précos, donc Toulouse Télébris, j'attends de voir ce que c'est, mais ça va être du 12 singes. C'est dans 4 mois, mais c'est les 12 singes. Voilà. Et là, il y a Arcane 15, je crois, qui apparaît. J'attends de voir, parce que les 12 singes, c'est quand même super quali à chaque fois, donc je veux voir un petit peu de quoi il en retourne. Sinon, j'ai déjà tout dit. Hein. Pour l'instant, moi, j'ai pas d'attente particulière. J'ai plutôt des attentes de continuité de gamme que des attentes de nouvelle gamme. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, on parle de quoi aujourd'hui ? La dépression dans ta voix, là, quand on t'entend, là, je veux dire, on entend le poids de l'émotion du... Non, mais tu vois, j'aime un seul jeu et l'éditeur de mon jeu, il aime pas mon jeu et il refuse de sortir des choses. Si, mais ça sort, là, ça sort. Oui, ça sort, enfin. Merci Antoine, donc on est là pour les MJ dépressifs anonymes. Donc passer maintenant à Johan. Johan, parle-nous aussi de tes dépressions. Non, il ne peut pas nous parler de sa dépression, il n'y a qu'un seul jeu, donc c'est pas compliqué. Terrible, un seul système. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, Katara. Oui, bien sûr. Bon, à chaque fois, chaque début d'épisode, il y a un petit tacle pour Johan sur BT. Ouais, quoi. c'est parce qu'il nous aime et il va nous écouter. Et comme ça, on sait quand est-ce qu'il nous écoute parce qu'il nous envoie un petit message en mode bande de bâtards. On a hâte de voir le petit message.
On a hâte de voir le petit message. Bon, du coup, on parle de quoi aujourd'hui ? Bah écoute, on parle d'un jeu auquel tu nous as fait jouer qui était plutôt marrant, un peu original. On parle de Cats, la mascarade. Ouais, Cats, la mascarade. Un jeu, du coup, qui... voilà. On va vous en dire plus un petit peu après. D'ailleurs, en vérité, c'est ça ta porte d'entrée vers le monde de vampire. Hein, Ah oui, c'est ça. On a commencé à parler de... Oh, bah tiens, c'est un jeu qui est dérivé de ça. Ça fait longtemps qu'on entend parler. Vampire la mascarade, c'est un peu comme D&D. C'est des jeux, des espèces de monolithes un peu. De mastodontes du jeu de rôle qui sont là toujours. Et finalement, on n'a joué à aucun de ces jeux, à part Cthulhu, de ce jeu un peu... The Goat. On pourrait presque dire des classiques. Ouais. L'aspect politique, ça peut être intéressant. Et du coup, Cats, le sujet du jour, aborde un petit peu ce sujet-là. Donc, Antoine, est-ce que tu peux peut-être... nous dire un petit peu ce qu'est Cats, ou alors avant on fait les anecdotes. Ouais, peut-être. allez, les anecdotes. Tu veux commencer ou j'y vais ? Alors, je vais reprendre le conducteur pour éviter de errer dans notre épisode. Et parce que là on peut vite... Il va falloir retomber sur nos pattes dériver, assez rapidement. Ah mon dieu, terrible. Les jeux... Ça va être que ça. La production et la moitié de la moitié de l'animation de cet épisode se désolidarise complètement de toutes les vannes à base de félins qui vont être faits par Antoine. Dommage, on était presque félins pour l'autre. Voilà, c'est que ça sera non, et j'en couperai au montage un maximum, mais malheureusement des choses que je devrais laisser passer, et ça sera terrible. Un déchirement à chaque instant. Évidemment. Et si, du coup, on pourrait peut-être reparler d'un des moments qui nous est arrivé pendant l'une des sessions. Il me semble qu'on a fait le scénario il faut sauver le chaton Ryan. Il faut sauver le chaton Ryan, c'est ça. Si je plante le décor rapidement, on était un groupe de chats parisiens issus du Conseil de Paris. Le jeu vous propose d'incarner des chats plutôt issus de cette zone-là. Qui est-on envoyé en mission parce qu'il fallait aller retrouver un chat en particulier. On rentrera dans les détails du lore du jeu plus tard, mais donc, on est des chats sentients, on est des chats intelligents dans ce jeu-là, plus intelligents que des chats normaux, et on devait partir en mission pour aller récupérer ce petit chaton qui avait une particularité. Et il se trouve que dans notre entourage, il y avait un autre chat qui voulait nous empêcher d'atteindre ce but. Il y a eu plusieurs péripéties et finalement, on se retrouve avec un genre de combat final au bord d'une rivière avec un humain qui va tuer ce chaton et nous qui devons tout faire pour essayer de sauver ce chaton. Et il se trouve qu'on avait un groupe de chats avec des pouvoirs différents. Et à ce moment-là, notre antagoniste chat apparaît et prêt à en découdre, notamment à se battre avec Johan qui avait un chat dont j'ai oublié le nom. Parce que le groupe était constitué de Napoléon, Petite Myrtille et peut-être Patapon. Ouais, voilà, donc. Pataponche. Ouais. Donc voilà, une équipe épique. Hein, et donc du coup... Myrtille, Pataponche et Napoléon. Polochon. Et donc du coup, Polochon qui était un immense chat, énorme chat. C'est un gros Maine Coon. Ouais, c'est ça, qui était là et du coup qui a affronté l'autre gros chat dans un duel de patounes. Pendant qui était accompagné de ses sbires, et du coup il les a pris tous ensemble dans un duel de chats que vous pouvez imaginer particulièrement griffu. Et pendant ce temps-là, avec Napoléon, on est parti essayer de sauver ce petit chaton. Et moi j'ai incarné un chat, donc Petite Myrtille, qui était plutôt un chat un peu magicien qui contrôle le temps et la physique, on va dire ça comme ça. Et donc qui avait la capacité d'arrêter le temps et de me dédoubler. Donc c'est ce que j'ai fait pour éviter que le chat se fasse noyer. J'ai stoppé le temps et je me suis dédoublé en plusieurs chats, ce qui m'a permis de sortir le sac de l'eau. Et Napoléon ensuite a repris le lead. Oui, c'est exactement. Tu as réussi à sauver le chaton en utilisant plusieurs talents bien OP. Moi, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est à la fin. En fait, vous avez réussi à porter le chaton, tout ça. Et puis à la fin, il y a vous vous êtes dit, c'est bon, on a gagné, c'est fini. Et puis vous retournez au Conseil de Paris. Et là, commence une session de ce qu'on appelle le grand jeu de la politique. Et pour les chats, le grand jeu de la politique, ça a un gagnant et un perdant. Et quand vous êtes arrivé, il y avait sur place le chat que vous pensiez que vous êtes débarrassé, le chat un peu ennemi, et qui a commencé à vous haranguer devant tout le monde et à dire que c'était votre faute, que c'était lui qui l'avait sauvé pour s'attirer les mérites. Et s'en est suivi une joute verbale assez savoureuse. Et vous avez finalement réussi, grâce à un apportant des preuves solides,
à le faire excommunier du Conseil de Paris, ce qui est extrêmement grave pour un chat éveillé. Et vous en êtes sorti comme ça, c'était assez marrant. Et en plus, ces preuves solides, c'était assez marrant parce que c'était finalement, c'est l'impact d'une scène sur une autre, c'était assez joli, c'était dans la continuité où finalement Napoléon a décidé de faire du channeling avec quelqu'un d'autre du Conseil de Paris pour lui montrer les images, puisque l'un des principes du jeu dont tu nous avais parlé, c'était le fait que les autres, les humains, ne doivent pas, les simiesques comme tu les appelles, ne doivent pas voir que les chats sont intelligents. Ouais. C'est la mascarade. Et finalement, dans le grand jeu de la politique, tous les coups sont permis du moment que personne ne sait, soit que tu as dévoilé la mascarade des humains, si tu arrives à étouffer la situation après, ça passe, et tu peux trahir les chats du moment que personne ne le sait, ça passera. Et finalement, c'était un peu ça. En fait, le principe, c'est de pas vu, pas pris. Et donc, du coup, Napoléon a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire, ça semblait être rien sur le moment. Et en fait, ça a été le levier le majeur de la scène suivante, c'était d'exposer l'autre chat qui s'appelait Vraou, je ne sais plus. Qui était du coup le grand méchant de ce scénario, et l'exposer finalement en envoyant de manière télépathique les images de sa traîtrise à l'ensemble du Conseil de Paris, enfin à une personne du Conseil de Paris, ce qui a permis après à Polochon et moi-même, il me semble, parce que malheureusement Napoléon a mal géré, on va dire, son éloquence. Ouais. Voilà. L'éloquence n'était pas là. L'éloquence n'était pas là. Bonne idée, mais pas. Voilà. Les intentions sont bonnes. Les moyens pour y arriver n'étaient pas présents. Quel dommage. Ouais. Et donc du coup, il y avait vraiment ce jeu de, en fait, au moment du combat, finalement, Napoléon avait pas, vu qu'elle était en train de faire ce channeling, avait pas fait beaucoup de choses de plus, mais en fait, c'était un truc décisif pour le coup d'après. Et donc ce côté-là, vous avez réussi à apporter la preuve. Ouais, ça c'était bien marrant. Donc on va rentrer un petit peu plus en détail dans le jeu. Cats la Mascarade. Il faut savoir que c'est un jeu celui dont on parle, c'est la 2e édition. C'est une édition qui est sortie récemment, qui a été éditée par Black Book Edition. L'auteur c'est Vincent Mathieu. Et je vous nomme aussi l'illustrateur qui est Maxime TP. Vraiment un travail d'orfèvre sur le jeu. L'illustration et la DA en général est superbe. On peut juste noter quand même que c'est un truc... on parle souvent des DA des jeux en disant qu'ils sont très beaux, etc. J'ai l'impression, en dehors du côté objectif, que cette DA t'a particulièrement marqué, au-delà du fait de dire qu'objectivement c'est beau et tout. Ouais, j'ai trouvé que c'était d'une qualité qui était très haute, même par rapport à la globalité des jeux de rôle où c'est souvent très haut. Là, vraiment, j'ai trouvé ça très beau, très dans le thème, et ça a fait tout de suite... les joueurs sont tout de suite happés par la DA du jeu. Donc ça, vraiment, ça c'est plutôt sympa. C'est un jeu qui a été en financement participatif, pour changer. Décembre 21. On pourrait essayer de faire la liste des jeux pas en financement participatif. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, il y a les gros et encore, voilà. Donc, je disais en financement en décembre 2021, et ça a été un très gros financement, surtout pour un jeu un peu de niche. C'est-à-dire que c'était pas un gros jeu avec une gamme énorme, très connu. C'est un jeu connu, mais un peu des gens du milieu. Et donc, ils ont réuni 148 375 €. Et environ 1900 souscripteurs, ce qui est énorme. C'est-à-dire que c'est des chiffres qu'on peut retrouver quand tu regardes du Pathfinder, du roll and play, des gros jeux comme ça. Mais sur un jeu, une IP un peu unique, où ils font le jeu de base et t'es pas sûr qu'il y ait un suivi de gamme, c'est énorme. Donc ça a beaucoup plu. Oui, c'est comparable à... je crois qu'Aria fait partie de ceux qui a fait des trucs comme ça. Mais là, on parle de quelqu'un qui avait... Aria, c'était encore plus. C'était 350, je veux dire, c'est c'était monstrueux. Là, tu compares à quelque chose qui avait une base avec un actual play qui marche, avec une marque qui était déjà bien déposée. Dans le même style, quasiment en même temps, il y avait Donjons et Chatons, comme si jamais genre les chats, ça a marché bien. Qui ont aussi fait quasiment 100 000 €, voire 100 000 €. Ils ont fait 120 000 €, je crois, ou 110 000 €. Oui, voilà. C'était un peu après, mais tu vois, c'est le moment où... Et probablement aussi, parce que je pense que la DA, vraiment, elle a conquis beaucoup de monde. Donc, le pitch du jeu... J'ai été moins sensible que toi, mais je pense que, moi, de mon avis, de ce que tu ressens, c'est que je t'ai rarement vu autant marqué par une DA. Genre, dire qu'elles sont très belles mais je trouve que vraiment, t'as été... on voit que toi, t'as vraiment... J'insiste en fait, je trouve que c'est pas, par exemple, Historia, c'est super joli et tout, mais là, je trouve que c'est joli et c'est surtout juste. Donc, en fait, ça donne une cohérence au monde qui est assez importante.
et qui n'est pas toujours le cas, tu vois. Ah non, mais bien sûr. En plus, je me permets d'insister parce que moi, j'ai pas lu le bouquin, j'ai joué. Et c'est toi le MJ, donc c'est toi qui as vraiment eu le bouquin dans les mains et qui l'a feuilleté. Donc ton avis là-dessus me semble être assez important. Et oui, puis même, je t'ai montré, t'as vu non, bien vu sûr, les illustrations, mais tout pas ça. pareil. C'est ça. Hein. Et je trouve que Il y a vraiment, une belle cohérence d'univers. t'as vraiment été très 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 marqué par la C'est vrai. DA, donc je pense que c'est important de le souligner. Et c'est un jeu, donc, je vous ai dit, c'est une seconde édition, parce qu'il y a eu une première édition. La première édition est sortie en 2011 chez Icar. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va dire sur. Et Antoine, il aime bien les vieux jeux éditorial. réédités 15 ans après. C'est un peu Oui, ton voilà. truc. Je crois que les premiers envois, ça a été en septembre 2022, donc ça fait déjà 8-9 mois qu'on a le jeu. Donc, ensuite, l'univers. Oui, l'univers. Bah écoute, je peux essayer d'en parler, puis tu me rattrapes quand je commence à dire une bêtise. Oui, vas-y, si tu veux. on fait ça. Donc, J'essaie de te rattraper si jamais tu dis une connerie. écoute, je vais commencer par notre petite bande-annonce traditionnelle maintenant, on peut presque le dire. Et puis. Mais si tu veux, justement, la bonne annonce, on peut faire un peu à quoi ça te fait penser. Tu Ok, vois. d'accord. Qu'est-ce qui te. Bah, on l'a dit tout à l'heure, l'un des trucs auxquels ça nous fait penser, parce qu'on sait que ça vient de là, c'est Vampire la Mascarade, avec le côté jeu Vampire la politique. Mascarade, ouais. Les Aristochats. Oui, on peut voilà. quand même citer les Napoléon, Aristochats, quand parce que elle c'est- nous a parlé de tout ça, elle nous a dit que elle avait l'impression d'avoir joué aux Aristochats. Et ce qui est drôle, c'est que tu n'en avais pas parlé avant, mais toi, tu avais eu la même idée. Et donc, du coup, vous avez eu la même sensation tous les deux sans vous être concertés dessus. Donc, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai pas eu cette idée-là, mais Ouais, non, maintenant qu'on me le dit, je trouve effectivement ça fait très Aristochats. Et ensuite, je pense à peu près tout hein, dans les choses auxquelles ça nous fait penser. C'est assez. Oui, c'est ça. Hein. Non, je suis pas inspiré Ouais, plus. bah écoute, je lance la musique. Ouais, vas-y. Chers amis, je vais vous révéler l'un des plus grands secrets de l'humanité. Depuis des millénaires, les humains ont évolué et pensent dominer la Terre. Cependant, la vérité sur votre monde est cachée. L'histoire a été modifiée, réécrite et réarrangée par nos soins pour que la mascarade perdure. Des pans entiers de votre histoire ont été effacés. Vous avez oublié l'Atlantide. Vous avez oublié notre influence en Égypte. Tout cela, nous l'avons fait pour protéger quelque chose. Une idée. Vous n'êtes pas la seule espèce intelligente. Non seulement vous ne l'êtes pas, mais vous n'êtes pas non plus l'espèce dominante que vous croyez être. Nous étions là, avant vous. Nous vous contrôlons. Et nous resterons cachés tant que durera la mascarade. Bon, bah écoute, merci Jean hein, pour cette belle bande-annonce. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, Casse la Mascarade, c'est un jeu qui se passe un peu dans un monde parallèle où l'être humain n'est pas la seule race intelligente. Loin de là, il existe une race plus intelligente et plus puissante qui est celle des chats. Et les chats, ils existent depuis bien plus longtemps que les êtres humains. Ils existent depuis plusieurs millénaires et d'ailleurs, c'est eux qui ont créé les humains. Les simiesques, comme ils les appellent. Ils les ont créés à une époque pour les servir. Donc les humains sont en fait un peu des esclaves génétiques. Sauf que les humains, ils avaient une particularité vachement marrante, c'est qu'ils avaient un pouce opposable. Donc ils ont commencé à créer les humains des trucs qui s'appellent les outils, et ça a vachement impressionné les chats, qui se sont dit, ils vont pouvoir nous construire des trucs, c'est parfait. De ça a découlé la construction de l'Atlantide, qui était le firmament de la culture des chats, où tous les chats étaient adorés comme des dieux et servis par leurs esclaves, les humains. Et puis un jour, les humains ont construit une sorte de tour qui pourrait ressembler un peu à la tour Eiffel et qui permettait d'amplifier les pouvoirs des chats, car les chats ont tous des pouvoirs psychiques assez puissants. Et un chat a dit, ah c'est marrant cette babale dans la lune, cette babale dans le ciel, la lune, tiens je vais jouer un peu avec. Et bien sûr il y a eu un petit problème au niveau des marées et de la gravité, et du coup l'Atlantide s'est fait complètement engloutir, la plupart des chats éveillés
sont morts, et ils se sont retrouvés à quelques milliers d'individus, et ils se sont dit, attendez, on est quelques milliers, les humains sont devenus des millions et ont colonisé tout le reste de la planète pendant que nous on s'amusait tranquillement à l'Atlantide. Ils savent qu'on les a créés pour être des esclaves. S'ils se retournent, on est dans la merde. Et du coup, ils ont décidé de effacer leur existence de l'esprit et de la connaissance des humains. Ils ont un peu galéré durant l'Égypte, ils étaient encore considérés comme des demi-dieux, mais ils ont réussi au fur et à mesure à s'effacer, et les humains pensent que les chats ne sont que des chats classiques tels qu'on les connaît, alors qu'en fait le monde est gouverné en secret derrière le voile de la mascarade par les chats. Et voilà un peu où vous vous placez, en sachant que bien sûr il y a un certain nombre de courants politiques dans ce jeu qui vont du courant politique un peu classique qui est on maintient la mascarade, on sauve les humains quand ils font de la merde comme pour Tchernobyl, et puis le reste on les laisse tranquilles, à les écologistes ou les nihilistes qui sont en mode moi je suis écolo donc je veux sauver la planète du cancer humain, donc en fait soit les humains ils arrêtent, soit on les tue tous, voilà. Et puis les nihilistes qui sont en mode moi je déteste l'être humain et donc je veux créer une âme bactériologique pour les décimer s'il vous plaît. Donc voilà, vous voyez, il y a certains courants politiques différents, et tout ça est dans la culture chat qui est voilée par la mascarade. Et donc c'est un peu dans cet univers-là que vous allez évoluer. Oui, bah écoute, je pensais que tu n'allais pas parler des mouvements politiques tout de suite, et j'étais prêt à le rajouter, mais... Mais on va peut-être rentrer dans le plus précisément après, mais... je me suis dit que c'était important tout à fait. de voir je trouve ça... Non, mais nickel. Bah écoute, je te propose directement de me dire peut-être, même si jamais ça paraît évident, ça a l'air très con, mais qu'est-ce qu'on joue du coup dans ce jeu, Antoine ? Alors, on joue des chats. Pas forcément que des chats. Voilà. On peut jouer des chats, on peut jouer ce qu'on appelle des basses-têtes. Alors, les basses-têtes, c'est quoi ? C'est des chats qui ont utilisé un pouvoir de contrôle mental sur les humains, donc qui ont envahi l'esprit des humains, sauf qu'ils sont restés trop longtemps en contrôle et qu'ils ont perdu la capacité de revenir dans leur corps. Et donc c'est des esprits d'humains qui ont un peu fusionné avec l'esprit... Enfin, c'est des esprits chats qui ont fusionné avec l'esprit humain dans un corps d'humain. Et qui sont reconnus par la société des chats, mais qui sont considérés comme des sous-citoyens. C'est pas... Ça veut dire que tu ils ont pas des peux droits devenir une classiques. basse-tête pendant... Oui, pendant une des parties. Et du coup, tu perds tes droits parce que... ça, c'est pas cool comme société quand même. Hein. Non, oui. D'ailleurs, il y a un mouvement politique qui est pour la reconnaissance des droits des basses-têtes. Évidemment. Sache-le. Et le dernier, c'est les humains. Effectivement, on peut jouer les humains qui sont des sympathisants de la cause des chats, qui ont découvert ce qui se cachait derrière le voile, mais qui ont toujours eu une affinité pour la cause des chats et qui... Attends. Hop. Qu'est-ce qui se passe ? J'éteins les mails parce que ça fait des bips. Alors on va avoir des bips à l'enregistrement. Je disais quoi ? Ah oui. Et du coup, ces humains qui sont plutôt des sympathisants de la cause des chats et qui peuvent les aider. Bon, clairement, je vous dis ce que vous pouvez jouer. Le jeu, il est fait pour jouer des chats. Oui, on va avoir la même discussion que dans... C'était dans Falkenstein, où le jeu te dit non, mais tu peux jouer des vilains, t'inquiète, tu peux jouer des gens complexes. Voilà. Alors que le jeu, il est fait pour jouer des héros et des héroïnes. Ce jeu, c'est pareil. On peut, mais personne ne va le faire. C'est ça. Voilà, tu peux jouer... À la limite, un basse-tête, ça peut être marrant peut-être pour aller un scénar ou deux. Mais en vrai, le jeu... Déjà, il te dit, les chats, c'est ultra OP. Donc, en fait, si tu prends un chat, t'as tant de points de caractéristiques. Ah non, les basses-têtes, c'est un peu nul. Donc, t'as 2 fois moins. Ah, les humains, là, cette sous-race, t'as 3 fois moins. Donc, forcément, ça te donne pas envie de... Et puis, le jeu est écrit derrière les chats, quoi. Donc, forcément, t'as envie de jouer ça. Enfin, nous, en tout cas, tous les gens, moi, j'ai fait plusieurs parties avec d'autres personnes. Tout le monde a joué à chaque fois un chat. Personne n'a voulu faire un basse-tête ou un humain. Ouais. Après, je suis sûr que ça peut avoir un côté un peu marrant à jouer, mais c'est sûr que... Ouais, le basse-tête, je pense, ça peut vraiment être marrant à jouer, le fait de... Mais l'humain, en fait, les humains, il faut savoir qu'ils sont pas autorisés dans les conseils. Donc là, tu perds toute une partie du jeu. Et les basses-têtes, normalement, ne sont pas autorisés non plus. Ils sont devant la porte. Donc tu vois, Oui, en fait, il faut des scénarios adaptés pour jouer à ça. Et c'est ça, exactement. Le jeu va pas forcément... Je pense que ça joue dans le cadre du one-shot, tu vois. Ouais. Si tu as un scénario autour de la reconnaissance de la cause des basses-têtes, là, c'est marrant. Oui, ou alors un scénario d'introduction avec des gens qui auraient du mal à se projeter en chat, qui finalement sont des humains qui prennent contact avec ce monde-là, ou un truc comme ça, et petit à petit, tu... Oui, c'est sûr, c'est possible. Ouais. Ok. Et très bien. Et du coup,
Quel type de scénario on joue? C'est ça que ouais, tu m'as vu arriver, terrible. Je connais un peu l'émission maintenant. Hein. C'est vrai que je commence un peu à connaître. Très bien. Peut-être qu'il faudrait qu'on change le qu'on change le prompt pour les prochaines fois. Non, mais alors, qui on joue donc, quel scénario on joue? C'est un peu de tout. Donc, en fait, dans les scénarios que nous, on a joué, c'est de l'enquête, action classique. Il y a des scénarios politiques purs. Il y a des scénarios qui j'ai regardé hier, j'ai relu un petit peu des scénarios qui considèrent comme comiques. Donc, c'est des scénarios qui sont faits un peu pour faire rire, enfin, être dans des situations un peu comiques. Tu peux jouer à peu près de tout, quoi. Je pense qu'il n'était pas trop limité, mais c'est quand même plutôt enquête-action, comme pourrait l'être. C'est un peu comme du Tales, tout ça, dans le style, quoi. D'accord. Après, tu as des trucs plutôt action où tu dois aller récupérer un chaton perdu, ou tu dois aller voler un objet. Je pense que tu as aussi des trucs un peu, pas dungeon crawl, mais tu vois, où t'as des plans, où tu dois aller dans un immeuble et récupérer un objet qui a été volé par la Rose-Croix, qui est l'organisation des humains, qui sont contrôlés par une entité, donc tu vas chercher, etc. T'as une infinité, c'est un monde qui te permet de faire un peu une infinité de types de scénarios, et d'ailleurs, dans les scénarios proposés, il y en a beaucoup de types différents, donc ça c'est plutôt cool. Après, quand tu dis ça, mais bref, tous les jeux de rôle peuvent faire ça, mais c'est pas très orienté combat, va pas y avoir des trucs comme ça. Non, c'est pas un jeu, voilà, c'est pas un jeu de combat où vous vous mettez sur une carte avec des pions et non, ça c'est clair, c'est pas ça. C'est du jeu narratif avec qui permet de jouer qui permet de jouer des jeux de l'enquête comme d'autres choses. Voilà en gros. Et du coup, tu dis qu'il permet de jouer, donc j'imagine que le jeu, c'est quoi? C'est un système qui est adapté de BBE ou alors ils ont un système propre Alors c'est un système propre, hein, c'est un système qui est unique. Il n'y a pas de nom, je crois, du système. Tu me corriges. Si j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et, ou alors, des fois, tu sais, ils utilisent les noms du dé en disant c'est un système D10, juste pour te dire quel type de dé tu utilises. Oui, mais il n'y a pas vraiment un nom comme le Mutant Year Zero pour Free League. Encore évidemment, hein, le meilleur du monde. Toujours. Ou des systèmes comme ça. Donc ça a l'air d'être un truc, une création originale qui n'a pas vocation, en tout cas, à être déclinée comme le système BBE classique de Chronique oubliée, autre chose comme ça. Ouais, donc voilà, c'est un système... le système, on peut en parler. Hein, c'est un système qui est assez simple. Vous lancez un nombre de D10 en fonction de votre chance. Donc vous avez une caractéristique de chance qui est entre 1 et 5. Souvent, vous commencez à 3, on va dire. Et vous lancez 3 dés si vous avez 3 de chance. 3 des 10, et vous sélectionnez le résultat parmi les 3 qui vous convient. Pas forcément le plus haut, ça peut être ce que vous voulez. Et à ça, vous allez rajouter soit une caractéristique, donc c'est-à-dire il y a 10 caractéristiques, 9 plus la chance. Enfin non, il y a 9 caractéristiques, 8 plus la chance, pardon. Quand je dis des bêtises. C'est pas très grave. Bon, je me perds dans mes explications. C'est pas très grave. Non, c'est ça, il y en a 8 plus la chance. Et vous doublez la caractéristique auquel vous rajoutez le dé, et il y a un seuil. Donc en fait c'est ça, vous faites, c'est du numérique, vous lancez les dés, vous prenez le dé que vous voulez, auquel vous avez rajouté soit la caractéristique x2, soit la compétence que vous utilisez, et vous devez dépasser un certain seuil. Et plus vous le dépassez de beaucoup, plus vous pouvez avoir des réussites supplémentaires, des effets supplémentaires, etc. Et du coup tout ça, sauf quand tu fais un critique, où là tu prends automatiquement le résultat du critique. Alors, si tu fais un critique, oui. Tu prends automatiquement le résultat du critique, ouais. Alors, du coup, comment on fait les critiques, Jean ? Eh ben, écoutez, alors, moi, le système du jeu, j'ai trouvé pas toujours... Enfin, c'est pour ça que c'est Antoine qui l'explique, que je trouvais qu'il n'était pas intuitif initialement. Mais le critique, j'ai compris. Et quand même. Et donc, du coup, quand vous faites donc, soit un critique positif, donc 10, soit un critique dans le sens un malus, donc 1, donc les deux extrêmes du dé, à ce moment-là, vous rejetez les dés qui ont fait un critique. Et si jamais vous refaites le même résultat, donc si vous faites un double 1 en fait, donc 2 fois un 1 ou un double 10, donc 2 fois un 10, et ben à ce moment-là, ça le confirme, vous avez fait votre critique, donc soit votre réussite majeure, et à ce moment-là, le MJ vous dit que vous avez sauté à travers les toits tel un phénix d'une grâce incroyable et que vous tourbillonnez en évitant toutes les voitures pour finalement atterrir comme une crème sur le canapé de votre esclave simiesque qui vous sert vos dernières croquettes. Ou alors, vous faites un double 1 et à ce moment-là, alors que vous demandiez malheureusement des câlins sur une terrasse de café pour pouvoir vous recharger en énergie parce que vous êtes une créature qui utilise la magie, et un énergumène mal sapé vous renverse une bière dessus et vous finissez avec du coup, vous êtes fatigué, vous êtes mouillé et en plus de ça, vous n'avez pas rechargé votre énergie.
voilà comment ça se joue. Exactement. Ça s'appelle des coups de bol ou des pas de bol. Voilà. Et donc en fait, juste pour vous donner un exemple, imaginons que vous lanciez 3 des 10 et sur ces des 10, vous avez un 1, un 6 et un 10. D'accord ? Vous pouvez choisir à la fin, vous pourrez, sauf si vous faites un critique, choisir n'importe lequel des 3. Mais vous êtes obligé de relancer le dé qui a fait 1 pour voir si jamais vous ne refaites pas 1. Et dans ce cas-là, vous faites un pas de bol. Et vous êtes aussi obligé de relancer le dé 10. Et si vous faites 10, vous faites un coup de bol. Si vous faites les deux, ça peut arriver, ça s'annule, il ne se passe rien de particulier. Et si vous ne faites pas ni l'un ni l'autre, eh bien vous choisissez un des 3 dés de base qui était lancé. En regardant un petit peu sur la page du coup de présentation de Game On, et j'ai vu qu'il y a un truc qu'on n'a pas du tout utilisé, qui est le système de faveur entre joueurs. Les faveurs, ça c'est un peu la monnaie du jeu. Juste avant qu'on passe aux faveurs, je vais juste finir pour cette histoire de critique. Oui. Ce qui est important, il y a quand même une mécanique importante, c'est que quand vous faites un coup de bol, vous augmentez de manière permanente, enfin jusqu'au prochain coup de bol, vous augmentez votre score de chance. Donc, par exemple, vous passez de 3 à 4, ce qui signifie que pour tous les autres jets qui vont suivre, vous jetterez donc 4 dés et pas 3. Et si vous faites un pas de bol, c'est l'inverse, vous perdez définitivement un de chance, enfin définitivement jusqu'au prochain coup de bol ou pas de bol, et donc vous lancerez un dé de moins pour tous les suivants, en sachant que vous avez une borne inférieure et supérieure qui est de 5 supérieure et 1 pour la borne inférieure. Est-ce que tu veux tout de suite aborder le sujet du 1 ? Comme tu veux. On jouait une partie avec Polochon il n'y a pas longtemps, alias Luan, qui est déjà venu dans cette émission. Et il se trouve qu'on a eu un commentaire avec lui en parlant du fait que vos dés de chance montent et descendent en fonction de vos critiques. On s'est dit, mais ça doit être difficile de jouer avec un dé. Et effectivement, si jamais vous vous retrouvez à devoir plus que jeter un dé 10, avant de vous sortir de là, donc de nouveau faire 2 fois un des 10, Antoine il a compté, c'était une chance sur 100 du coup. Ouais, je sais faire des probabilités combinées. Antoine sait faire ses lacets et compter jusqu'à 10. C'est ça qui est beau. Et donc du coup c'est vrai qu'on s'est dit ça peut être une des faiblesses du système, puisque à ce moment-là le joueur peut se retrouver coincé. Alors évidemment il y a toujours AMG pour moduler et pourquoi pas rendre, si jamais ça dure trop longtemps, un point de chance à son joueur, mais ça pouvait être une faiblesse du système de laisser un joueur bloqué et finalement avec peu de capacité d'action. Mais je pense que ça peut être frustrant autour d'une table quand tu as un joueur qui est tombé à 1 de chance et il faut attendre qu'il a une chance sur 100 de remonter à 2. Bon, il peut pas descendre plus bas, ça voilà. Mais ça peut être un peu frustrant quand tu as les autres qui lancent 3, 4 dés et que toi tu es là avec ton pauvre dé. Je pense que ça peut être un peu frustrant. Donc ça, faut faire attention. Mais on n'a pas eu l'occasion. J'ai failli dans la partie, mais j'ai pas eu ce que ça donnait. Mais je pense effectivement que c'est assez punitif quand même. Oui, après c'est vrai que ça a peu de chances d'arriver, mais j'imagine que sur toutes les parties qui vont se jouer avec les différents gens, forcément il y a un moment des gens qui vont se retrouver dans cette situation critique, et si vous nous écoutez, peut-être essayez de l'anticiper, faites attention à de ne pas laisser un joueur bloqué trop longtemps dans une situation comme ça où il aura du mal à s'en sortir et où finalement il sera juste bridé, il pourra plus rien faire. Il n'y a rien de pire dans un jeu de rôle que de se sentir impuissant à cause du système. Non mais c'est sûr ça, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, ouais. Donc ensuite, tu me parlais du système de faveur. Le système de faveur, c'est un système qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder. C'est un système qui fait office de monnaie, parce que les chats n'utilisent pas de pièces ou de monnaie, et eux, ils utilisent des faveurs, donc ils rendent des services. Si tu rends un service à un chat, il va te devoir une faveur, et tu pourras utiliser cette faveur à n'importe quel moment pour que lui te rende un service. Donc c'est une mécanique qui va permettre de déléguer, d'avoir des résultats rapides, etc., ou d'avoir des informations rapidement grâce aux faveurs. Quand vous commencez des parties, vous avez un score de réputation qui est à 0, vous n'êtes pas connu, donc vous n'avez pas de faveur automatique. Au bout d'un certain nombre de missions réussies de manière brillante, vous aurez un score de réputation assez haut qui vous permettra de commencer d'emblée la partie avec des faveurs en main. Voilà, les faveurs, il y a des petites cartes qui ont été faites avec les faveurs et qui vous permettent de moduler le jeu. Je pense que dans les scénarios un peu d'envergure, avec beaucoup de politique, ça vous permet de gagner des avantages. Tu peux dire, par exemple, est-ce que tu peux m'avoir la casserole qui traîne sur ce chat là, je sais qu'il a fait des trucs il y a quelques années. Enfin, voilà, ça peut être des choses comme ça, tu vois. Donc c'est plutôt des choses quand même qui vont s'utiliser entre les PNJ et les joueurs.
Ça peut être entre les PNJ et les joueurs, ça peut être entre les joueurs eux-mêmes aussi. D'accord. Ça peut être plein de choses, mais oui, c'est ça. Parce que du coup, j'avais du mal à imaginer entre les joueurs comment ça fonctionnait exactement. Parce qu'il parlait de ça et comme on l'avait pas du tout utilisé, je me demandais à quoi ça correspondait. Ça peut être des choses, ça peut être pour pimper un peu le jeu en mode des petits malus que tu donnes à ton camarade quand il va réussir une action ou un truc, tu lui fais ah, rappelle-toi que tu dois. Ou voilà, ça peut être un truc un peu marrant. Ça peut être aussi de l'aide. Est-ce que c'est pas un truc qui serait présent dans Vampire? Moi, je me suis demandé ça, je me suis posé cette question. Est-ce que c'est pas, ça ressemble bien à un truc poétique? Ah, ça je sais pas, j'ai jamais joué à Ouais, Vampire. moi non plus, donc, mais je me suis posé la question en regardant ce truc-là sur Game On et j'ai pas trouvé la réponse pour Vampire. Et je me suis dit que finalement, nous dans le jeu, en tout cas c'est le scénario que tu nous avais, ce qu'on a joué, il y avait un côté très escouade et finalement je me vois pas aller faire chier quelqu'un qui est en train de faire un truc parce que c'est pour le groupe. Mais après, peut-être qu'il y a des scénarios où les joueurs sont plus en tension les uns contre les autres, ou est-ce que c'est juste pas un stigmate, mais dans le sens de Vampire, quelque chose qui viendrait de là-bas et qui ferait du sens pour le côté parodique de Vampire qu'a le jeu, quoi. C'est la question que je me posais, c'est très ouvert, hein, c'est une réflexion. Oui. Ok. Et il y avait un système de vie aussi dont tu voulais parler un petit peu. Alors ça, on n'est pas mort, donc j'ai pas trop l'occasion de pouvoir le tester. Je sais pas si avec d'autres gens... Alors t'as pas besoin de mourir. T'as pas besoin de mourir. Heureusement. Est-ce qu'on peut mourir dans ce jeu déjà? Tu peux. Oui, c'est possible. En gros, les chats, ils ont 9 vies. Et donc, dans le jeu, les 9 vies, c'est des points de destinée. Enfin, pour vous. Voilà, quand vous pouvez annuler la dernière action qui s'est passée, vous pouvez soit relancer les dés pour une action, soit dire, ben non, je l'annule et en fait, je décide de faire autre chose. Donc, c'est très puissant. Vous en avez 9 et ils sont uniques. C'est-à-dire que si vous les utilisez, vous ne les regagnerez pas. Il n'y a pas de moyen de regagner. Alors, peut-être qu'il y a des moyens de scénario avancé, mais en tout cas, de base, il n'y a pas de moyen de les regagner. C'est pas comme dans Barbarian, vous avez des points d'héroïsme, vous en avez 5 que vous avez à début de chaque scénario. Là, si vous utilisez un point dans un scénario, ben vous commencerez tous les prochains scénarios avec 8 et pas 9. Donc c'est un peu, il justifie ça en disant voilà, c'est ces moments où les chats, il est tombé du 9e étage et tout le monde est en mode mais attendez, mais il va crever, et en fait il tombe sur ses papates et puis il se met à courir et tout va bien. Ses papates. Il a utilisé une vie. Voilà. Oui, d'accord, ok, j'ai compris. C'est presque des points de destin, du coup, dans ce que tu nous racontes. Oui, c'est ça, c'est des points de destin, mais qui sont à usage unique. Ensuite, il y a la création de perso. La création de perso, c'est une création de perso qui est assez simple, qui peut être un peu longue, parce que t'as pas mal d'options. Ouais, au début, tu nous avais vendu ça en mode, il y en a pour 10 minutes. En fait, je me suis un peu emballé comme d'hab. En fait, si tu veux le faire normalement, c'est une petite heure. Oui, c'est entre 30 minutes. Dans le sens, quand j'ai une petite heure, c'est 40 minutes, un truc comme ça. Si vous voulez le faire bien, ça va vous prendre un petit peu de temps. C'est pas si rapide que ça. Non, en fait, c'est pas un jeu efficace. C'est pas un jeu où tu as de l'aléatoire dans la création de perso. Tu vas avoir un nombre de points définis en fonction de ton chat, que tu vas pouvoir répartir dans tes caractéristiques physiques et mentales, qui sont... En fait, elles ont toutes des noms de chats. Donc, par exemple, le ronronnement, c'est l'intelligence. La vibrisse, c'est l'intuition. Griffe, c'est la force. Le poil, c'est la robustesse. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Moi, j'avais mis plein de points dans Vibris et j'ai pas eu un seul test de Vibris. Non, parce qu'en fait, la vibrisse, c'est pour avoir des talents psychiques. Donc, Ouais, mais j'avais plein de talents psychiques, mais ça a jamais été utilisé. Du coup, j'ai pas trop compris dans quelle situation. Non, c'est en fait, la vibrisse, ça c'est une base pour calculer les compétences. Et en fait, vu que tu avais tel niveau de vibrisse, tu avais tel point de compétence à dépenser pour avoir tes talents. Tu vois, c'est un peu... Et après, ça peut servir, mais on n'a pas eu l'occasion. C'est de l'intuition, donc ça peut être quand tu es acculé et que tu n'as aucune compétence à utiliser et que tu veux savoir un peu comment... Est-ce que tu as l'impression que ça pourrait être bien ou pas, tu peux demander à faire un test de vibris, par exemple. Ok. Ensuite, vous avez des caractéristiques, des compétences, qui sont, elles, composées d'une base, donc d'un rang de base et d'un rang que vous allez acheter avec des points. C'est un peu l'inné et l'acquis. Et quand vous additionnez les deux, ça vous donnera votre niveau de compétence globale. Ces compétences, il y en a un certain nombre. La base est calculée en fonction des caractéristiques que vous avez remplies. Donc ça va être par exemple un ronronnement plus œil divisé par 2. Le jeu est assez sympa, c'est-à-dire qu'il vous fait arrondir toujours au-dessus. Contrairement à Cthulhu, par exemple, qui vous fait toujours arrondir en dessous. L'objectif n'est pas le même. Non, effectivement. Et ensuite, vous finissez en choisissant des talents psychiques. Il y en a une quinzaine à peu près, et qui vont le pouvoir de rendre allergique tous les humains dans une zone,
à la télékinésie, de l'arrêt temporel, du retour dans le temps ou de l'avancement dans le temps, de l'hypnose, du contrôle mental, il y a quoi d'autre, l'effet Schrödinger où vous dédoublez, enfin il y a plein de pouvoirs qui sont ultra fumax quoi. Mais parce que en fait vous jouez des personnages qui sont super forts et qui sont très puissants. Ouais, mais c'est ce que je voulais dire quand je disais l'objectif n'était pas le même, c'est qu'il y a ce côté un peu, tu sens que tu contrôles tout le monde autour de toi, en tout cas tu en as la capacité, Oui. et il y a ce côté un peu, tu peux la plupart de tes actions et de tes choix consistent à faire en général aux humains des choses pour aller dans ton sens, pour t'arranger, déplace-moi à tel endroit, etc. Il y a vraiment ce côté puppet master dans toutes les actions, vu que tu joues des chats dans un monde d'humains. Il y a vraiment cette sensation de ne pas être adapté au monde, mais c'est pas grave. En fait, on contrôle les humains, donc... Et tous les tests que tu fais vont être, enfin en tout cas, c'est sur ce jeu, orientés là-dedans, quoi. Genre dans ce côté-là. Non, mais c'est sûr. Puis c'est assez marrant parce que de voir les joueurs qui découvrent le système et qui, au début, souvent comprennent pas qu'ils sont si puissants que ça, et qui, quand ils commencent à utiliser leur talent, ils font « Ah d'accord, donc en fait là j'ai arrêté le temps ». C'est ça que t'es en train de me dire. Moi, j'ai tout de suite compris que j'étais trop puissant. Moi, dans la deuxième partie, il y en a, ils avaient tout pas compris. Quoi. Quand j'ai vu que je pouvais arrêter le temps et me dédoubler, je me suis dit, très bien, il n'y a pas de problème. Mais en fait, qui peut m'arrêter ? Et c'est là où tu as dit, non, c'est marrant, parce que c'est là où tu as le côté, genre, scénarium, en disant, non, mais les autres chats, ils vont voir ce que tu fais, donc ça marche pas. Il y a ce côté un peu voile magique pour te dire, non, mais utilise pas ça dans ces situations-là, parce que ça marcherait pas. Qui est assez drôle, ce côté un peu... En fait, c'était des situations particulières. C'était le côté... c'était durant le duel. Et ça, c'est le code de conduite. Mais c'est fait pour, oui. Il n'y a pas un problème, c'est fait pour que ça... C'est comme dans les films de super-héros, il y a un côté, c'est la suspension consentie de l'incrédulité. T'acceptes ça pour être à la fois ultra fumé dans les situations où ça sert d'être ultra fumé, et en même temps ne pas utiliser ses pouvoirs dans les moments où, objectivement, de façon cartésienne, tu pourrais les utiliser maintenant et faire des choses avec, et t'es là en mode, mais non, on l'utilise pas maintenant, parce qu'il y a ce côté un peu que tu retrouves dans ces jeux-là qui te permet de jouer un personnage super fumé qui a quand même des problèmes. Bien sûr. Parce que sinon, t'aurais juste pas de problème. Non, mais c'est assez... voilà, ça c'est le système pour créer un perso. Ensuite, vous pouvez choisir, donc vous avez une lignée, donc c'est un peu la lignée dont vous descendez, et la faction politique. Ça, c'est quand même un truc, moi, qui m'a fait beaucoup rire dans le jeu, cette histoire de faction politique. Il y en a une dizaine. Et notamment parce qu'en fait, ça vous fait jouer des choses... ça vous permet de jouer des factions politiques qui peuvent être très différentes. Et il y a quand même certaines factions qui sont très extrêmes dans leurs propos. Mais vu que c'est centré... c'est centré sur le paradigme sur l'univers des chats et qu'ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes et la même vision, il y a moins de soucis pour jouer ou pour faire des choses un peu extrêmes. Et puis même du point de vue du gameplay, j'ai trouvé que c'était assez... Il y a plein de jeux qui font ça et je trouve que Cass là, le fait plutôt bien. C'est une solution élégante pour donner de l'épaisseur à ton chat. Ouais. Dans le sens où ça lui donne tout de suite un pan de personnalité que tu n'avais peut-être pas anticipé, qui va te permettre assez facilement de lui donner une personnalité qui n'est pas la tienne. Et ça, moi, je trouve ça bien, les jeux qui arrivent à, malgré un lore qui peut être, qui n'est pas si compliqué, mais qui est quand même présent, finalement ça va te dire tout de suite, toi tu détestes les humains, toi tu veux les sauver, toi tu as une position plus neutre, etc. Ce qui va te permettre de donner, de projeter des émotions et un avis un peu général. Est-ce que ton chat il est hautain méprisant, est-ce qu'il est plutôt... Donc j'ai trouvé ça assez élégant, ce truc-là, pour finalement diversifier les interprétations de joueurs autour de la table. Oui, non, ça c'est vraiment pas mal, c'est un système qui marche bien. Voilà, on a fait un peu le tour de la création de perso. Hein. Non, vous avez les races aussi, j'ai oublié de vous dire. Il existe, vous avez les races de chats et qui chacun... En fait, c'est des races qui sont cosmétiques, avec une histoire un peu différente et qui vont vous permettre d'avoir des modifications à chaque fois. C'est pas... Ils disent qu'il y a des qualités et des défauts, mais c'est pas vraiment des défauts qui sont forcément négatifs. En fait, c'est juste des modifications de votre personnage et de ses caractéristiques compétences qui vous permettent d'être un peu différent de ce que vous aviez prévu ou d'avoir un peu qui vous permet de modifier un peu. Enfin, ça c'est assez marrant. Moi je l'ai joué plutôt en mode cosmétique, je leur disais de choisir avec la tête du chat et puis ce qui allait bien avec le build auquel ils avaient réfléchi. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du système, il n'y a pas grand chose de plus à dire.
Du coup, peut-être tu peux nous dire pour toi, en tant que MJ, Ouais. au niveau du DMJ, à qui ça s'adresse? Alors pour moi, ça s'adresse à tous les types de joueurs. Donc débutants, pas débutants, n'importe, ça peut être de l'initiation, c'est très bien pour l'initiation, pour les joueurs, je pense là-dessus il n'y a pas de problème. Pour les maîtres du jeu, pour moi c'est un jeu qui peut se faire jouer comme un premier. Enfin, n'importe quel maître du jeu peut jouer à Cats, mais c'est pas un jeu que je conseillerais en jeu d'initiation pour maître du jeu. De par le système qui nécessite de gérer les seuils de difficulté et qui fait que chaque action va devoir, chaque jet de dés va devoir rencontrer un seuil qui est différent et qui est modulable par le MJ en fonction de son interprétation des événements. Ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui est débutant friendly. Ça peut, mais ça demandera un peu plus de. C'est pas non plus. Ça ferme pas la porte aux débutants. Ça demandera un peu plus de travail de la part des débutants. Donc c'est juste une petite réserve là-dessus pour les maîtres du jeu de ma part. Moi, j'ai pas vu la partie MJ, mais de la partie joueur, je suis assez d'accord. L'univers, il n'y a pas de red flag, de choses comme ça qui empêcherait une partie des gens de rentrer dedans. En plus, je le trouve assez original dans l'univers abordé. C'est-à-dire, les chats, dans la culture pop et tout, c'est pas original du tout, on est d'accord, hein. Le côté les chats contrôlent le monde, ça n'a rien inventé. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le fait de jouer ça dans du jeu de rôle, ça, c'est assez frais, ça t'éloigne quand même de beaucoup de tropes habituelles du jeu de rôle. Donc, c'était assez drôle. La preuve, c'est que l'une des joueuses à la table que l'on a joué, qui n'est pas une joueuse investie dans la plupart des jeux auxquels on joue, elle s'est éclatée là-dessus grâce à l'univers qui était différent des clichés habituels. Et il y avait ce côté un peu... elle a pris son pied sur le fait d'incarner des chats, c'est ça qui l'a fait marrer. Ouais, puis je pense que t'as la sortie du quotidien, parce que t'as pas grand-chose dans le jeu qui te rappelle à ton quotidien, en fait. Ça te fait vraiment aussi t'évader... pas mal, quoi. T'as pas de problématique que tu... Enfin, tu vois, c'est quand même moins fermé que... Regarde, en face de moi, j'ai Alien, l'anneau unique et les encagés. J'ai ça en face de moi. Mais c'est plus mignon, tu vois. L'anneau unique... oui, puis même, c'est moins... en fait, c'est plus inclusif dans le sens où tu parles d'un truc qui nécessite pas d'avoir une base de lore ou d'aimer ce genre d'univers. Tu parles de ton monde... Et la plupart des gens ont dû les chats, ça fait partie de la culture populaire large sur Internet avec ce délire autour des chats. Ça parle à absolument tout le monde et ça fait pas appel à des ressources imaginaires particulières, je trouve. Donc ça en fait un truc très ouvert. Puis c'est pas rebutant, c'est pas en mode ça fait pas trop geek, donc les gens sont pas en mode genre ah non mais c'est bon, moi je veux pas un lanceur de feu quadriclassé. Ça fait l'univers, il parle à tout le monde, c'est très simple à mettre en place, je pense, et ça c'est un atout. Mais moi la seule bémol pour moi, on en a déjà parlé, mais du coup c'est parce que nous, il faut préciser, on a joué en distanciel et Antoine a également fait des parties en présentiel, donc son avis sera plus nuancé et plus précis. J'ai trouvé que le système était un peu dur pour les joueurs. J'avais un peu de mal des fois à savoir si j'avais réussi ou pas mon test. Il y avait un peu ce côté-là. En tout cas, il y avait une lecture qui n'était pas immédiate de est-ce que mon test est réussi ou pas, mais c'était le distanciel et ce côté avec les seuils mouvants, etc. Quand tu es joueur, c'est vrai que tu attends un petit peu, il n'y a pas ce côté j'ai fait 85%, yes ou non, c'était un peu plus flou. Mais tu me disais qu'à la table, quand tu as fait du présentiel, c'était beaucoup plus fluide ce côté-là. Ouais, mais je vais revenir dessus, je pense qu'on va donner l'avis général. Juste... pour vous donner des petites choses pour vous aider sur l'ambiance, tout ça. Bon, enfin, en tout cas, nous, comme on l'a joué, moi, j'avais décidé de mettre du jazz, un peu d'ambiance pour la musique. Et après, pour les moments un peu stressants, j'ai mis des musiques un peu plus, on va dire, classiques, donc de la dark ambiante, voilà. J'ai mis de la dark ambiante norvégienne, paumée, et voilà, c'est tout. Il a mis jazz noir et après il a joué sa playlist de Cthulhu avec jazz. Cryo Chamber et je ne sais plus quoi. Au début, j'ai cherché des trucs de 4 jazz, ça existe, mais c'était un peu trop poppy, je trouvais. Oh là là. Il est quand même parti sur des ambiances, attention, originales pour lui. Moi je suis parti sur l'ambiance Aristocha. Jazz noir, c'était ambiance jazz. Tout de suite, je suis parti sur l'ambiance Aristocha, il n'y a aucun souci, quoi.
Moi, je pense que l'ambiance jazz années 20, c'est très Antoine, quoi. Genre, très compatible. C'est voilà, disons, il a fait une Antoine avec un univers très classique d'Antoine. Si Antoine masterise un jeu à l'arrache comme ça, il met du jazz années 20 et il vous met dans un jeu qui est un peu intemporel comme ça, où il n'y a pas vraiment d'époque marquée, bah pouf, il le situe entre les années 20 et les années 50. C'était plus récent. Même s'il le dit pas. De façon un peu... Ouais, mais il le dit pas, mais c'est ce qu'il fait, tu vois. Ouais, Paris, bah oui, bien sûr, du jazz. Bah oui, non, mais t'inquiète pas, t'es sur ton Vespa, etc. Non, mais c'était le côté, tu sais, le côté matou, lounge. Je me suis dit, ça ira bien. Ah, mais on te voit, ouais, on te voit. Bon, voilà. Non, mais, en tout cas, ça, c'est... Comme dans Avatar, tu vois. Ça, I see you. Ça, c'est mes recommandations sur la musique. Évidemment. Alors, pour la vie. Bon. Tu veux commencer ou je commence ? Non, écoute, je peux y aller. J'ai déjà un peu dit ce que j'en pensais. J'ai trouvé, moi, le jeu très intéressant, très accessible, très drôle. On a bien rigolé, très original. Et ça, j'ai trouvé ça très cool, très accessible. Il y a juste le système que j'avais trouvé un peu... presque daté. On en avait parlé pendant la préparation de l'épisode, où je trouvais que ce système qui, ce n'est pas un gros mot et je vous aime tous, mais qui me fait penser un petit peu à un jeu qu'on a déjà testé, tu peux le dire, qui s'appelle Les Héritiers, merci, où il y a ce côté calcul, réflexion, des jeux où moi j'aime quand je lance mes dés, que tout le monde autour de la table sache, que je sois joueur ou MJ, le résultat, ce qui signifie tout de suite. Et ce côté instantané, et dans les grands moments de jeu de rôle que j'ai vécu, et ben en fait, ceux qui étaient liés à un résultat, il y avait cette instantanéité du jet où quand quand on a joué Berlin et que le personnage interprété Hugo s'est fait posséder et que je me rappelle plus de son prénom à la nana que je jouais, mais son amante a essayé de la délivrer du sortilège, et ben tu t'es tourné vers moi en me disant ne fais pas ton jet de chant, tu t'es tourné vers Hugo, tu lui as dit jette les dés, il a jeté les dés, tout le monde a vu qu'il avait fait 0-1 et tout le monde a instantanément compris que la situation venait de se renverser. Le MJ est devenu un peu blanc en mode merde, c'était pas prévu. Il a dû faire fonctionner son cerveau pour se dire ok, comment ça se passe, qu'est-ce que je fais, etc. Tout le monde a vécu ça en même temps, c'était fort et c'était lié à un jet de dés avec un résultat visible et instantané par tout le monde. Et sur ce jeu, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu plus flou sur la lecture des jets. Et ce qui fait que des fois, ça me sortait un peu en mode « Attends, il fallait que je fasse combien ? C'était 9, c'est 2 fois ma compétence, ah oui. » Et le fait que ça soit pas toujours la même chose, ça fait que ça te fait un peu rentrer dans les calculs. Et moi, ça, c'est vrai que ça me bloque un peu. Mais à part ce détail qui est pas du chipotage, mais qui est quand même de l'ordre du détail, j'ai trouvé le jeu très bon, l'ambiance excellente et la proposition assez unique et rien que pour ça je le recommanderais, mais avec cette petite bémol quand même en plus. Alors moi mon avis, je vais juste parler de l'univers. Moi je trouve que l'univers est top et en fait j'ai un truc qui m'a vraiment plu, c'est que c'est pas un univers générique, c'est-à-dire que c'est pas un univers où on a collé des chats. Et ce qui m'a impressionné quand j'ai lu le bouquin, c'est que c'est le poids qu'il y a derrière le lore. C'est-à-dire que tout est pensé, tout est réfléchi, et tout est expliqué. Il y a une cohérence de l'univers qui est super bien faite, et moi, qui m'a beaucoup plu. Quand il parle de l'histoire de l'Atlantide, pourquoi on en est là, etc. Et en fait, ils ont réussi à théoriser l'existence de ce groupuscule de chats qui contrôle les humains. Et c'est assez marrant, quoi. C'est vraiment, à chaque fois, ils expliquent pourquoi, etc. Pourquoi on en est arrivé là, comment, historiquement, ça s'est passé, etc. Et j'ai trouvé que c'était vachement sympa. Et ça m'a plu vachement ce côté, cette justification et ce poids dans le lore, quoi. J'ai trouvé ça assez intéressant. Le système de jeu est bon, c'est pas exceptionnel. Je nuance un peu l'avis de Jean en disant qu'en fait, depuis j'ai fait des parties en présentiel et que ce problème de lecture, il existe beaucoup moins en présentiel, notamment parce que je pense que si le MJ est bien préparé et rapide et donne tout de suite le seuil sans avoir à réfléchir, et ben forcément c'est beaucoup plus fluide. Et là, les joueurs qui étaient des joueurs... Tu étais mal préparé quand Oui, mais tu nous as sais, fait j'avais ta préparé 2 heures avant, à l'arrache, parce que j'avais pas eu le temps.
Voilà. Vous voyez avec quoi on travaille ici, avec des gens peu compétents, peu soucieux, peu professionnels. Voilà, s'il y a du retard, faut pas chercher très loin, c'est tout. Tout sur ma gueule. Et en fait, les joueurs, ils ont kiffé le moment autour de la table et ils n'ont pas subi ces règles. Alors que c'est des joueurs qui sont quand même beaucoup plus inexpérimentés que nous, enfin que quand on joue avec Yohan et toi, qu'on a fait la dernière fois. Et c'est vrai qu'en distanciel, il y a ce problème-là. Alors peut-être qu'il y a, alors je me suis pas renseigné, il faudrait que je regarde, est-ce qu'il y a un système pour 4 sur Let's Roll ? Je pense, et probablement que ça doit gommer un peu cette sensation qu'on a eue en jouant sur Discord. Mais c'est vrai, voilà, moi il y a un côté présentiel vraiment cool, c'est les fameux coups de bol, pas de bol, où ils doivent relancer leur dé, et à chaque fois ils étaient là, ah putain j'espère que ça va pas faire un 1, et ils lançaient, et t'as tout le monde qui retenait son souffle, et donc ça a apporté vraiment un côté visuel sympa. Donc ça, voilà, en présentiel ça gomme le défaut, et vraiment c'est un bon jeu. Peut-être du coup plus sérieusement, peut-être que ça implique quand même un petit warning pour le MJ de... bonne préparation de ces choses-là, puisque finalement, peut-être tu l'as dit toi-même, quand tu maîtrisais mieux ce truc-là, tu as pu vraiment améliorer l'expérience à la table. Pour moi, c'est un peu comme Shack to Falkenstein, c'est-à-dire que c'est un jeu où le MJ, il sera bien meilleur au bout de 3-4 sessions, quand dans sa tête, il aura bien prévu ce que seraient les niveaux et qu'il arrivera tout de suite à donner un seuil, à dire tout de suite, il faut que tu fasses 14 en fait. Ce qui était le cas la dernière fois quand j'ai fait jouer Katz en présentiel après quelques parties. Et là, c'est sûr que les premières parties, tu es plus en mode t'hésites, t'es là, on va dire que c'est ça, t'as combien, je vais adapter à ton niveau. Alors ça c'est pas bien de faire ça, mais au début c'est vrai que t'es un peu perdu. Et donc voilà, c'est un jeu qui, au bout de 3-4 sessions, il est bien. D'ailleurs on l'a rapidement dit, mais c'est un jeu où tu peux faire du one shot et tu peux faire de la campagne. Voilà, je vous le calme. Donc c'est un jeu avec une bonne proposition, complète, une super DA, un univers fourni, qui est bien expliqué, qui tient bien la route, et un système qui est sympa, pas non plus trop complexe. Moi j'ai beaucoup aimé le système de critique. Alors même s'il y a ce problème avec on a dit quand vous arrivez qu'à 1, comment ça se passe, mais j'ai trouvé que le système de critique était vraiment super, j'ai trouvé ça assez élégant, le côté que ça module votre chance, et que du coup il y a une vraie conséquence sur vos GD, et quand j'ai joué en présentiel, les joueurs ils étaient vraiment flippés de ça, et ça donnait une ambiance sympa autour de la table. Donc moi je vous recommande le jeu, c'est une proposition qui peut changer. Ouais. Il y a un autre point positif dont on va aborder juste après, c'est que c'est un jeu qui est financièrement plutôt accessible, puisque les indispensables pour jouer, tu vas en parler, finalement il y en a peu, et vu ça que tu lances le débat, toujours agréable. Parle-nous de la gamme, Jean, parce qu'effectivement c'est... ça va être rapide. Ça va être très rapide, puisque finalement la gamme est très réduite, vu qu'il existe plusieurs éditions du même livre de base, avec l'édition Casus hors série, alors qui finalement, on l'a recherché avec Antoine, actuellement il n'est pas disponible à la vente, mais bon, étant un Casus Belli hors série, et lorsque Casus avait fait ça pour d'autres jeux de rôle, finalement ils sont accessibles à la vente, donc peut-être qu'il va finir par être accessible. Ils les réimpriment, donc peut-être qu'ils vont faire une... Ça a probablement été tout vendu, ils ont dû le réimprimer peut-être, je pense. Mais actuellement, même la case, habituellement, quand BBE a tout vendu, tu vas sur leur site, il y a juste marqué, tu peux mettre en... tu peux cliquer sur un truc, je sais plus ce que c'est, mais la case existe. Là, ça n'existe même pas. Donc, je ne sais pas s'ils ont prévu de le vendre ou pas, j'imagine que oui. Mais donc, du coup, il y a ce format-là, on ne peut pas en dire plus, parce qu'Antoine, tu n'as pas cette édition-là, et actuellement, elle n'est pas accessible à la vente, donc je ne sais pas sur quel prix elle sera vendue. Mais il existe, du coup, pour le moment, accessible à l'heure actuelle, en juin 2023, 2 éditions du livre de base, où tu as le livre de base dit édition Deluxe, qui du coup correspond actuellement au format de base, qui coûte 44,90 €, et le livre de base avec une édition collector, voilà, qui du coup a une couverture rigide, et au lieu d'avoir l'illustration que vous voyez un peu partout avec ce chat perché sur un toit, un peu d'un air majestueux, à une illustration qui est plutôt dans un style un peu rococo, pas rococo mais art nouveau, Gatsby magnifique. Voilà, vieux bouquin avec ce qui est stampé en or, enfin voilà, c'est un peu ce truc-là. Exactement, un petit peu plus joli, qui lui coûte, je sais plus si tu as le prix de celui-là. C'est 60-70 je pense, j'ai pas le prix en tête là. Voilà, et la différence, comme d'habitude avec les éditions collector, c'est uniquement la couverture du jeu. Voilà.
Et donc du coup, dans ce livre de base, qui du coup constitue l'intégralité de la gamme pour l'instant pour les bouquins, parce qu'il existe également un écran, vous allez avoir en fait la description de l'univers, les règles, évidemment de quoi créer vos personnages et des personnages pré-tirés et non, les pré-tirés ils sont pas dans le bouquin. Si, c'est dans le bouquin. Les pré-tirés ils sont avec l'écran. Avec l'écran, pardon. Non, avec les aides de jeu. Avec les aides de jeu, pardon. Avec les aides de jeu, donc c'est encore à part. Vous allez avoir 8 scénarios qui vont vous permettre soit de les jouer tous ensemble, soit de faire one shot, si jamais c'est ce que vous préférez. Et c'est actuellement tout ce qu'il y a dans le bouquin de base, donc ce qui vous permet de jouer un petit peu clé en main pour le prix du jeu. Ça, le collector, il est plus disponible. Il coûtait 80€. Enfin, là, quand ils l'ont revendu dans les magasins, c'était 80€. Donc actuellement, il existe donc le livre qui est Deluxe, mais qui est le livre de base dans une édition cartonnée dure, rigide, à 45. Et on ne sait pas s'ils vont imprimer le hors-série Casus Belli en couverture souple qui est à 35, je crois. Donc voilà. Et même quand tu regardes même parfois les vieux Casus Belli, enfin les nouveaux Casus Belli, mais quand ils sont un peu anciens maintenant, quand ils revendent des éditions de certains jeux de rôle qu'ils ont faits, ils sont même des fois moins chers que ça. Mais là, du coup, on n'a pas les prix pour ça. Avec ça, du coup, dans la gamme, on a également des dés, un écran et des aides de jeu, qui sont tous vendus séparément. Alors, on va commencer peut-être par le truc qui, de façon systématique, nous fâche, et là, nous a de nouveau fâchés, toujours pour les mêmes raisons. C'est cher. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on avance, c'est toujours de plus en plus cher, avec de moins en moins de dés. Donc là, actuellement, on a 5 dés. Ouais. C'est ça, Antoine ? Pour 15€. C'est ça. Oui. Ça fait de coup 3€ le dé. Oui, c'est ça. Ça commence à faire cher. Oui, là, je sais compter aussi. C'est bien. Bravo. Ce qui a permis de me rendre compte qu'effectivement, c'était très cher. Donc, c'est 5 des 10. De bonnes factions. Hein, c'est des, mais ils sont jolis. Et tout ça, il y a une face un peu travaillée, tout ça. D'ailleurs, j'ai regretté quand j'ai joué hier avec mon groupe en présentiel de ne pas en avoir acheté 2. Parce que 10 dés, ça aurait été plus facile. Voilà. Mais en fait. Donc tu dis qu'il faut mettre 30€ dedans. C'est cher de ouf. C'est ça que t'es en train de dire. Et je dis petite tir à balles réelles. On s'est un peu foutu de notre gueule. Enfin non, c'est quand ils nous ont montré les visuels des dés durant la précommande. Les dés étaient somptueux et quand ils sont arrivés, c'est pas exactement le même visuel qu'on a dans la vraie vie. Voilà, je vous le dis. Donc là, ce que vous entendez, c'est Antoine qui aime un jeu avec un poids qui. Normalement, en privé, il n'a pas utilisé ces mots-là, il était beaucoup plus piquant. Mais comme il aime le jeu, il reste je suis consensuel, je suis lisse. Très doux, en disant... Je ne veux pas... Parce qu'en vrai, c'est des mots bien plus grossiers qui ont été employés lorsqu'il a reçu ces dés. Non, mais c'est vrai que les dés, quand ils nous l'ont montré, ils étaient super beaux. Et on était là genre, franchement, ils ont l'air trop canons. Ils avaient une espèce de reflet un peu luisant, bleuté, métallique, incroyable. Et en fait, ils sont gris. Voilà, ils sont gris. Donc c'est sûr que quand tu vois là, tu vois, je suis devant la page là, je suis en train de revoir ces dés magnifiques et je me demande, ils sont où les dés ? Je les ai pas reçus en fait, ces dés là. Ouais. Et que, du coup, ce qu'on est en train de dire, c'est que 5 dés 10 gris pour 15 balles, c'est peut-être un peu cher. Ah oui, non, alors quand tu les vois, ils sont un bleuté métallique magnifique avec une inscription ultra dorée et en fait, c'est un rendu 3D et dans la vraie vie, ils sont gris et un peu dorés. Ils sont quand même jolis, mais c'est pas aussi beau quoi. C'est finalement le seul point noir de la gamme, mais j'ai envie de dire c'est un peu normal. C'est toujours comme ça. Les dés, il y a un truc, c'est... En fait, le seul truc avec les dés, c'est est-ce qu'ils sont indispensables et tout pour jouer. Là, le souci, c'est d'avoir 5, voire même plutôt 10 dés 10 pour pouvoir jouer. Ce qui fait que vous allez devoir vous procurer 10 dés 10 et que les packs de 10 dés 10, c'est assez rare. C'est pas des trucs, c'est pas un format que tu as l'habitude de trouver. Donc, ça va être un peu relou pour constituer une réserve de dés. Ce qui fait que quand même, ça fait cher le dé et que tu as envie de te tourner vers d'autres trucs, mais tu vas pas non plus... acheter, enfin ça se trouve à l'unité, mais bon, ça reste un petit peu chiant. C'est le seul point noir de la gamme, parce que finalement tu me parlais encore de l'écran qui a du coup à 29,90 avec les pré-tirés. Non, les pré-tirés c'est dans les deux jeux, il y a un scénario, il y a un gros scénario. Et à 29,90 que tu trouvais plutôt cool. Donc c'est toi le MJ, donc comment t'as trouvé l'écran ? L'écran il est utile du côté MJ. Ils ont trouvé, enfin c'est un peu comme d'habitude, tu te dis ça c'est cool et puis ça moi je l'aurais pas mis. Mais probablement qu'il y a d'autres MJ qui, eux, sont là. Ça, c'est utile pour moi. Enfin, voilà, tout le monde peut y trouver son compte. C'est plutôt bien fait. Il y a les choses essentielles. Mais le point fort de l'écran, c'est l'illustration. Hein. L'illustration de l'écran, elle est magnifique. Et en fait, c'est l'Assemblée dans le Conseil de Paris, dans les toits de la Sorbonne, qui siège. Et donc, forcément, ça te met dans l'ambiance. Hier, voilà, les joueurs, ils ont dit « Ah, putain, c'est vachement beau, les chats, tout ça. » Donc, vraiment, l'écran, pas mal. Franchement, pas mal. Et avec tout ça, tu as aussi des aides de jeu
Alors qui était compris dans le Kickstarter, mais enfin pardon dans le financement participatif, mais qui sont aussi achetables sur le site. Alors je sais plus s'ils sont encore disponibles ou c'est que du PDF. Je pense que ça doit être plus que du PDF, je pense maintenant. Attends, il faut qu'on vérifie ça. Mais du coup, qui correspondent aux aides de jeu pour les 8 scénarios, c'est que du PDF, ouais, c'est sûr. Qui correspond aux aides de jeu pour les 8 scénarios du bouquin de base. Cartes. Avec des personnages pré-tirés. Et tu as des cartes aussi, des cartes que tu peux, dans les physiques, tu peux les dépuncher et les faire tirer pour les faveurs. Ou pour des éléments aléatoires de jeu. Donc ça, c'est pas mal. Donc la gamme, voilà, pour l'instant, c'est ça. Alors du coup, nous, dans le scénario qu'on a fait, on les a pas utilisé les aides de jeu, tu les as pas du tout utilisées, tu as fait le scénario à sec sur Discord et ça s'est très bien passé. Donc selon toi, les aides de jeu, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? C'est très non mais les aides de jeu sont super, ça vaut le coup si tu fais des gros scénars, elles sont jolies, tout ça. Mais non, l'indispensable, c'est le livre de base. Et avec le livre de base, tu as déjà plein de scénars, tu as déjà plusieurs dizaines d'heures de jeu, et t'as de quoi faire, quoi. Non, c'est pour ça, pour moi, c'est un des points forts du jeu. C'est que la proposition pour le prix, elle est super bonne. C'est-à-dire pour 45 €, voire même 35 s'ils ressortent, voire moins s'ils ressortent le Casus Belli, eh ben, tu as un jeu qui fait un peu plus de 300 pages, où il y a 150 pages de lore, 20 pages de règles, et ensuite il y a 8 scénarios qui vont de 7 pages jusqu'à 20-30 pages de scénar, avec des trucs assez ambitieux qui peuvent se mettre en mini-campagne, des one-shots, enfin c'est super complet, quoi. Et vraiment, pour le prix, t'as de quoi jouer. Et donc, franchement, je trouve que c'est une super proposition, ce qu'ils ont fait. Faut noter que le bouquin, c'est quand même un format MOOC, donc c'est pas des bouquins A4, ils sont plus petits, mais ça se lit quand même bien. Petit bémol, je tiens à le dire avant qu'on termine, petit bémol sur la pagination, et j'ai quand même trouvé que c'était un peu bordélique. Donc, tu sais, pas la DA, mais le côté... comment on dit déjà ? L'organisation, tu parles de la maquette. Voilà, la maquette, j'ai trouvé que la maquette était un peu bordélique. Voilà, des fois, il y a des trucs qui sont écrits à la verticale sur la marge de la page, qui font référence à 3 pages avant, etc. Ça, j'ai trouvé ça un peu bordélique dans le bouquin, donc pas la meilleure maquette de tous les temps. Et certaines fois, les règles étaient un peu... Alors tu m'as dit que toi tu avais déjà ça avec d'autres bouquins un peu BBE, etc., la façon dont c'était écrit. Je pense que c'est pareil, c'est juste que des fois je comprends pas ce qu'ils racontent. Donc en fait, je suis obligé de revenir en arrière, de revoir. Ça c'est les petits trucs qui ont pêché, mais c'est tout, quoi. Pour le prix, franchement, le rapport qualité-prix est super bon. Et surtout, c'est que je trouve, au-delà de Cats, mais ça s'inscrit dedans, le fait de proposer des bouquins de jeux de rôle dans des formats style Casus Belli, où vraiment tu réduis à mort les coûts liés au prestige du matériel que tu utilises, je veux dire couverture, etc., pour proposer le JDR pas cher. Je trouve ça vraiment très très cool, et je trouve que c'est pas assez démocratisé le côté j'ai la version bouquin de base classique et je te propose une version épurée, plus simple, un peu comme il y a ça maintenant aussi pour les comics. Il y a beaucoup de comics qui sortent dans ce genre de modèle, où on te le fait dans un format un peu plus petit, un peu plus simple, mais en fait que tu as moins peur d'abîmer, et peut-être que tu vas utiliser pour des jeux où tu n'as pas envie de mettre un gros prix de lancement ou un truc comme ça pour un petit jeu qui t'intéresse un peu. Typiquement ce que pourrait être Cats pour certaines personnes, un jeu un peu plus modeste pour s'amuser, où on va peut-être pas prendre l'édition de luxe, non pas que ça soit inintéressant et qu'elle soit moche, mais c'est juste que y a peut-être des gens qui vont plutôt choisir un côté d'avoir ce jeu un peu plus en jeu qui se joue un peu vite, etc. Il est adapté à ce genre de format. Des grosses sessions et avoir ce genre... Ouais, exactement. Mais il y a des gros jeux qui pourraient avoir ça, mais le fait de proposer ce genre de format à côté, je trouve ça vraiment super intéressant. Et BBE, c'est un des seuls à le faire avec leur Casus, ou sur leur propre jeu. Ils proposent assez régulièrement des trucs comme ça. Je pense qu'ils ont les moyens logistiques qui leur permettent de le faire, et c'est vrai que c'est cool, notamment quand, durant le financement participatif, le Casus Belli hors série, il était proposé à 24,95 €, tu vois. Et franchement, c'est imbattable, quoi, en termes de prix. Ah, mais en fait, c'est imbattable. Quant à ça, c'est une impression. Alors, tu vois, tu as le milieu du jeu de rôle plus indépendant, avec moins de moyens, qui va te proposer effectivement des jeux dans ce genre de format où ils essayent de ne pas mettre la max sur l'impression pour essayer d'être compétitif niveau prix. Mais en fait, qu'un gros éditeur, parce que BBE, ça reste quand même un gros éditeur français, propose
en plus de leur gamme un peu avec des couvertures rigides, un papier un petit peu luxueux, etc., des grands formats, proposent d'imprimer via Casus le truc sur un truc plus modeste, moins cher, à moindre prix. Je trouve ça trop cool. Et je trouve que c'est pas assez fait en fait. Donc c'était juste pour préciser que ça c'était encore plus un avantage du jeu et de BBE en général. Donc franchement, allez-y, foncez sur 4, vous avez passé un bon moment, je pense, et vous en aurez pour votre argent en plus, ce qui n'est pas toujours le cas, donc franchement, on vous le conseille. Ouais, carrément. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, qu'on dit à chaque fois, là on peut peut-être le dire, il n'y a pas de kit d'introduction. Ah oui, c'est vrai. Toujours pas. Non, on a oublié de le dire, il n'y a pas de kit d'introduction, il y a plein de gens qui le font, il y a même des fois qui l'offrent pendant la campagne de financement. Là actuellement j'ai regardé la campagne de financement de Cowboy Bebop et tu peux télécharger gratos le kit d'introduction. C'était pareil pour Batman, c'était pareil pour Roots. Il y a un côté, les gens ils t'offrent ça et ils te permettent de commencer à jouer si tu le souhaites et t'achètes si ça te plaît. Et malgré le côté ultra compétitif de 4, c'est très bon rapport qualité-prix. C'est un défaut qu'on cite à chaque fois, donc on a oublié de le dire. Il n'y a pas de kit d'introduction pour 4. Si vous voulez tenter, il faut y aller direct. Exactement. Et voilà, écoute, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois ? Bah écoute, la prochaine fois, du coup, c'est l'épisode qui va clôturer sur les épisodes de présentation de jeu l'année 2022-2023. C'est vrai. Ça sera le dernier épisode avant l'été. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire un truc différent et plus léger. De toute façon, moi j'ai déjà dit, hein. Moi, tout ce que je veux, c'est être un golem de compost.